Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la récente sortie de Maurice Kamto et la vague de réactions que cela a suscité dans la classe politique au Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression, faisant la synthèse de cette déclaration du président national du MRC, zoome sur les deux principales exigences de cette formation politique avant toute nouvelle élection au Cameroun. La résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique inclusif, la réforme consensuelle du système électoral. Le professeur Maurice Kamto, cité par le journal du Carrefour Equinox à Bonacomois, indique que toute convocation du corps électoral par le gouvernement avant la prise en compte de ces deux exigences emportera automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple du président Paul Biya. Maurice Kamto appelle-t-il à l'insurrection et que pense la classe politique au Cameroun? Le quotidien Le Jour donne la parole à Jean-Michel Nitieux qui indique qu'il faut boycotter les élections régionales qui se préparent, s'alignant ainsi sur la position du MRC. Pour le député de Vouri-Est, sur la question de l'appel de Maurice Kamto, à force de rendre impossibles les évolutions pacifiques, dit-il, on rend inévitables les révolutions violentes. Au RDPC, cet appel de Maurice Kamto est tourné en dérision. Le quotidien La Nouvelle Expression reprend une réaction du professeur Jacques Famdongo qui traite Maurice Kamto d'illuminé. Un illuminé, dit-il, que le peuple ne peut pas suivre car c'est un vendeur d'illusions. Mais au fond, peut-on organiser les élections régionales sincères et crédibles sans avoir réglé la question du système électoral et surtout sans avoir réglé la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Peut-on organiser des élections régionales crédibles alors que les chefs traditionnels qui constituent une partie du collège électoral sont pour certains en exil depuis le début de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Droit des réponses de ce dimanche 30 août 2020, c'est aussi la question des inondations et les dégâts que cela a causé dans plusieurs régions du Cameroun. Dans le littoral, à Douala, observe La Nouvelle Expression, la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique le vendredi 21 août a abondamment inondé les habitations et les voies publiques de plusieurs quartiers avec des dégâts matériels importants. Un affaissement de la chaussée sur l'axe lourd au niveau de Bokom a obligé les autorités à interdire la circulation sur la bretelle aéroport Collège Saint-Michel. Situation similaire dans la région de l'Ouest, précisément à Sanchou. La chaussée s'est affaissée au lieu dit Mazoko dans la journée du 22 août, rapporte La Nouvelle Expression. Conséquence, presque impossible de circuler sur l'axe Mélon, Sanchou, Tchang, Carrefour, Bamungum, selon le journal qui indique qu'une note du gouverneur de la région de l'Ouest déconseille cet axe aux usagers. Dans l'extrême nord, rapporte l'Œil du Sahel, les exécutifs municipaux prennent des mesures face à ces inondations dont les conséquences sont extrêmement graves sur le plan économique et social. Le maire de Maroua Ier note le journal de Guiba et Gatama annonce qu'il a déjà curé 10 km de caniveaux. Le maire du Logon Birni, pour sa part, organise des évacuations des populations des zones à risque et annonce un soutien aux administrés pour fabriquer des digues artisanales. Plus de moyens aux maires ne permettrait-il pas de régler cette question des inondations? Une décentralisation, une vraie, n'est-elle pas la solution durable aux problèmes d'inondations et leurs effets dévastateurs? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit des réponses qui reçoit ce dimanche le professeur Jacqueline Koyok. Bonsoir. Bonjour professeur. Bonjour Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci, ça fait un bon bout. Alors, vous êtes militante du RDPC et vous êtes communicante du Lion. C'est ça. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Jean-Robert Wafou, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être venu. C'est moi. Vous êtes le ministre du Shadow Cabinet au SDF en charge de la communication et de l'information. Tout à fait. Merci d'être venu. Edmond Kamga, bonjour. Bonjour Duval Fangois, je salue les copanélistes et j'adresse mes salutations fraternelles et sincères à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Merci d'être là. Edmond Kamga, vous êtes journaliste, éditorialiste à La Nouvelle Expression et consultant en droit de réponse. Pierre Bignan, bonjour. Bonjour Duval. Merci d'être là. Merci pour l'honneur que vous accordez une fois de plus au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'être représenté sur ce plateau. Alors je profite de cette tribune pour envoyer un salut patriotique à tous nos militants qui sont arrêtés arbitrairement et qui font la prison injustement depuis plus d'1 an aujourd'hui. Victoire
victoire, victoire. On va y arriver. Pierre Bignam, vous êtes militant du MRC et vous êtes dans la cellule de communication de cette formation politique. Je donne la parole tout d'abord à Edmond Kamga. Edmond, on a parcouru les journaux cette semaine et on a remarqué que beaucoup de canards se sont intéressés à cette récente sortie du président national du MRC, que ce soit la Nouvelle Expression ou le Messager, je vais citer également Le Jour et même Mutation. Et bien ces journaux pour l'essentiel sont intéressés à cette sortie du professeur Maurice Kamto qui demande aux Camerounais de se tenir prêts à dire non au régime, dit-il, illégal et illégitime de Paul Biya. Il indique que pour l'essentiel, il y a deux conditions majeures avant toute nouvelle élection au Cameroun: la réforme consensuelle du système électoral et la résolution de la crise anglophone. Oui, la sortie du professeur Maurice Kamto ne surprend guère. Il est dans son rôle en tant que leader d'un parti politique de l'opposition notamment. Et les conditions qu'il fixe rentrent dans ce qu'il convient d'appeler une réaction ou une proposition, mais en même temps une revendication qui est forte par rapport au contexte sociopolitique actuel. Et cette sortie, on le voit et on le comprend bien, rentre dans le cadre des mouvements auxquels on est habitué depuis quelque temps au Cameroun, notamment les actions qui sont menées au niveau de la territoriale pour organiser de concert avec Elecam les élections régionales. La date n'est pas encore fixée, mais on comprend bien que c'est en réaction à la préparation qui est menée, qui est conduite en ce moment par le MINAT et les autres acteurs, n'est-ce pas? C'était annonce le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, peut-être que ces élections pourront se dérouler au mois d'octobre ou un autre mois. En tout cas, on attend la convocation du corps électoral. Mais en attendant, on voit bien qu'il y a un leader de parti politique qui a réagi, Maurice Kamto, et qui a fixé deux conditions qu'il estime indispensables pour que des élections, si elles doivent se dérouler, se fassent de manière crédible, transparente et équitable. Et ces conditions-là, vous l'avez rappelé, c'est la nécessité de résoudre la crise anglophone et notamment de poursuivre les discussions directes qui ont commencé, parce que là je rentre dans le fond, de poursuivre en réalité les discussions directes qui ont commencé entre la partie gouvernementale et les sécessionnistes afin de parvenir à un cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu est préalable et nécessaire pour la résolution durable et définitive de la crise anglophone. Et la deuxième condition, c'est la réforme consensuelle de l'ensemble du système électoral pour parvenir à des élections crédibles, transparentes et équitables au Cameroun. Je pense que l'ensemble de l'opposition et même la société civile est d'accord sur ces conditions-là. Parce que la plupart des ONG nationales, la plupart des partis politiques, des personnalités indépendantes avaient déjà rappelé ces conditions-là. Je me rappelle même que le SDF, dans l'un de ses derniers NEC, évoquer la nécessité de résoudre d'abord la crise anglophone avant d'aller éventuellement aux élections. Mais par la suite, on a vu qu'ils sont allés aux élections législatives et municipales. Mais aujourd'hui, ils sont davantage encore fondés à dire, et on l'a vu en réaction à la sortie de Maurice Kamto, on a vu l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui partage entièrement la sortie faite par le leader du MRC pour dire qu'ils sont prêts pratiquement à boycotter ces élections si le corps électoral venait à être convoqué. Je pense que c'est légitime de la part des acteurs politiques, notamment l'opposition, de réagir par rapport à une action qui est menée, qui est en train de... Parce que par rapport aux préparatifs qui sont menés en vue d'organiser les élections régionales. Et on l'a vu clairement dans les activités qui sont menées ces derniers temps par le MINAT en relation avec les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui leur demandent de se préparer, notamment à cette éventualité-là, parce qu'ils seront les acteurs de taille pendant ces élections-là. Alors, je vous donne la parole tout à l'heure pour revenir sur la forme, je veux dire sur le ton utilisé par le professeur Kamto, parce que beaucoup ont considéré cela comme étant un appel à l'insurrection. Jean-Robert Wafo, quelle est l'urgence aujourd'hui? Est-ce que l'urgence, c'est d'aller aux élections comme si tout était normal, ou bien il s'agit de hâter le pas vers la résolution durable de la crise anglophone? Sauf à être frappé d'un esprit profondément irrationnel, l'urgence, c'est pas d'aller aux élections. L'urgence,
c'est la résolution de la crise anglophone. Quand je parle de la résolution, c'est d'abord un cessez-le-feu, n'est-ce pas, dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, et par la suite que les différents protagonistes soient convoqués, du moins s'asseyent autour de la table, n'est-ce pas, pour un vrai dialogue qui pourrait éventuellement déboucher sur le changement de la forme de l'État, parce qu'il faut passer au fédéralisme, c'est le minimum. Alors, ce qui concerne donc la résolution de la crise anglophone, je ne sais pas, je vais vous dire, M. Duval Fangwa, quand la crise anglophone a commencé, un 1er octobre, j'étais sur ce plateau, j'étais assis où M. Edmond Kamgia est là maintenant. On a montré les images en direct des gens qui défilaient, c'était des images largement partagées sur les réseaux sociaux. Et j'avais fait état de ce que, pour le compte du SDF, que tel que ça va là, si le gouvernement ne négocie pas, donc du moins s'il n'y a pas, si on ne s'assoit pas sur une table de négociation, le pire arrivera. Ceux-là qui aujourd'hui sont en train de demander au président de la République de convoquer le corps électoral pour les régionales, c'est ceux-là, ce sont ceux-là qui, dès le début de la crise anglophone, avaient fait comprendre aux Camerounais qu'ils devaient mater la sécession en un mois ou trop, ou plus. Où en est-on aujourd'hui? La situation est totalement pourrie. Parce que, voyez-vous, il suffit de rencontrer à chaque coin de rue, parce que moi, quand je marche, à chaque coin de rue, des gens m'interpellent. Et pour la plupart, c'est nos compatriotes anglophones. Je ne peux pas vous décrire leur état d'esprit. Ils sont à bout. Ils ont le cœur meurtri. Et moi, je les comprends. Je les comprends. Ils ont tout perdu. Pour certains d'entre eux. Allez à Bonabéry, là, vous allez voir des jeunes filles de 12 ans, 13 ans qui se prostituent pour 200 francs, 500 francs. Mais le gouvernement répond qu'il y a un ensemble de mesures qui ont été prises. Quelles mesures? Au sortir du grand dialogue national, un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a une commission nationale DDR qui a été créée et qui travaille à la reconstruction des zones sinistrées et qui travaille également pour le retour des populations dans ces zones. On a également vu le ministre de l'administration territoriale recevoir des chefs traditionnels et les encourager à retourner dans les chefferies traditionnelles. Duval. J'étais au grand dialogue, il y a deux responsables qui m'ont dit, Nord-Ouest, Sud-Ouest, ils m'ont dit, quand ils regardent des gens ici, ils ne savent pas exactement ce qui se passe sur le terrain. Je ne vais pas les citer. Pour eux, ça ressemblait à une foire, à une kermesse, il n'y avait rien de sérieux. Je vais vous dire, l'économie dans cette zone est au sol. Les enfants sont déscolarisés. Ça fait 3 ans et demi qu'ils ne partent plus à l'école. Les écoles sont brûlées. Les hôpitaux ont été incendiés. Même les gouverneurs, qui sont les plus hauts représentants de l'État dans ces régions, pour se déplacer, ils sont accompagnés par le BI, par les éléments du BI. Même les préfets, ainsi que les sous-préfets. Maintenant, j'ai entendu le ministre Atangandji, comme vous l'avez si bien évoqué, dire que donc réunir les fonds pour leur dire qu'ils doivent rentrer dans leur région. Mais M. Atangandji veut-il créer une nouvelle forme de fonds? Veut-il créer ce qu'on appelle, ce que je vais appeler ici un fonds sans sujet? Oui. Un fonds sans sujet, parce qu'un fonds est fonds parce qu'il a des sujets avec qui il peut discuter quand une situation se pose. Mais ces fonds-là vont rentrer. Permettez-moi de finir, parce que c'est extrêmement grave. Ces fonds vont rentrer. Ils auront qui comme sujet? On leur demande de rentrer parce que, visiblement, les régionales sont annoncées. Mais je vais dire une chose. En février 2008,
nous étions sur les plateaux. Je suis un acteur et un témoin de certaines scènes de février 2008. Sur les plateaux de télévision ainsi que de radio, je participais au débat. Avec bien évidemment certains turiféraires du parti État. Pour eux, tout allait bien. Je suivais de temps en temps le poste national ainsi que la télévision à capitaux publics. Tout allait bien. Mais nous étions sur ces plateaux et on disait, ça ne va pas, ça gronde. Ils ont dit tout allait bien jusqu'à ce que le président de la République se mette du haut, c'est-à-dire que donc de sa résidence, pour constater que les roues sont en train de brûler à 2 pas du palais présidentiel. Alors que nous n'avions eu de cesse de dire attention, ça gronde. Ceux-là qui veulent qu'on organise les régionales, c'est des pyromanes. Je dis c'est des pyromanes. La preuve, ils avaient demandé au président de la République, ils avaient dit au président de la République d'utiliser la force, de déclarer la guerre pour mater les vérités sécessionnistes. On en est où aujourd'hui? Je dis et je répète, c'est des pyromanes qui ont un agenda. Alors, non, écoutez, qui ont un agenda caché. Et vous savez de quel agenda il s'agit? S'il est caché, je ne peux pas savoir. C'est le grand soir. Vous savez ce que c'est que le grand soir? C'est les premières minutes, les premières heures de la vacance du pouvoir. C'est ça l'agenda caché. Professeur Jacqueline Koya, est-ce que vous comprenez les appréhensions de l'opposition qui pense qu'organiser de nouvelles élections sans avoir réglé au préalable la question de la crise anglophone, ce serait foncer tout droit dans un mur? Est-ce que vous comprenez cette position? Merci de me donner la parole. J'aimerais d'abord dire, je crois que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, avait déjà répondu à Maurice Kamto. Pas de devinettes. Et également, parce qu'il ne comprend pas le langage courant. Et deuxièmement, le ministre Grégoire Ouna a indiqué clairement qu'il n'y a que les moyens de droit pour accéder au pouvoir au Cameroun. Et je vois à travers ce qui se dit ici et par Maurice Kamto comme une peur d'affronter la réalité. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette élection. Il faut donc s'aimer la panique. Et moi, pour moi, c'est le déjà vu, le déjà entendu, le déjà caduc, le déjà obsolète discours. Donc on a vu tout cela, ça n'a porté aucun fruit. Il est question pour Maurice Kamto de vouloir qu'on ne l'oublie pas. Il a commis une bévue aujourd'hui, je crois qu'il le regrette. Mais parce qu'il ne sait pas comment réparer tout cela, il faut qu'il s'agite un peu pour consoler ceux qui le suivent bêtement. Moi, je pense que Maurice Kamto n'a plus rien à dire au niveau d'une élection parce qu'il a raté le coach. Imaginez-vous un président de parti avec 0 conseiller, un président de parti qui n'aura aucun électeur. Comment voulez-vous donc qu'il accompagne ce processus qui est déjà perdu d'avance? Parce que même s'il dit maintenant qu'il présente les candidats, qui va les voter? 0 mairie, 0 conseiller. Et le SDF qui parle, presque 0 mairie, presque 0 conseiller. Oui, donc c'est les pleurs. Écoutez, continuez à faire bombance. Et vous voyez nos compatriotes qui sont en février 2008, c'était ça. La pleure, c'est le cri de pleurs. C'était le même langage. Mais continuez de pleurer. Oui. Parce que nul ne peut jouir de sa propre C'est ça. Au moment où il était question que le président du MRC participe à une élection déterminante pour le reste du processus, il a raté le coach, comme on le dit communément. Mais aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer. Donc là, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, c'est pour accompagner Maurice Kamto à pleurer. Et pour les uns et les autres de comprendre que, comme notre jeune compagnon dit, c'est-à-dire les carreaux sont cuits. Donc pour ne pas croiser les bras, il est question de faire l'agitation autour. Moi, je me dis en toute honnêteté, comme cela a été dit par nos aînés,
le changement ne pourra se faire que par les moyens institutionnels. Donc le Cameroun poursuit le chemin de la mise en place de la décentralisation qui impose qu'il y ait des conseillers régionaux. Et cette élection est dans la suite logique de ce que le président de la République avait déjà programmé. Mais professeur, pour vous relancer, s'il est vrai que ces élections effectivement s'inscrivent dans ce sillage-là, oui. Est-ce qu'il n'est pas de bon ton qui est d'abord, parce que là on a parlé par exemple des chefs traditionnels, hein, qui pour certains sont en exil, je veux dire, qui ne sont pas sur leur site. Et ces chefs traditionnels constituent le collège électoral. Ils sont des chefs, même s'ils sont en exil, comme vous l'estimez. Ils restent des chefs avec un territoire connu. Donc en réalité... Est-ce qu'à partir de l'exil où ils sont, ils pourront participer à l'élection? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils seront votés par leur père. Le corps électoral, il est connu. Le collège électoral est connu. Et Maurice Kamto sait qu'il a 0 électeur et que ses camarades ne peuvent pas être éligibles. Donc, en réalité, et les chefs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils seront électeurs ou éligibles en fonction de leur statut. Donc moi je me dis, ces agitations ne nous apportent rien, que les gens se préparent à ce que les régionales soient organisées pour la poursuite du processus de la décentralisation. Alors sous cet angle-là, est-ce que cela va pas poser un problème de légitimité de voir que il y a des chefs qui ne sont pas dans leur base et on organise des élections, on élit des gens qui ne sont pas sur leur territoire. La reconstitution du Nord-Ouest a été amorcée. Tous ceux qui devaient rentrer le sont même. Vous savez qu'il y a eu une élection spéciale pour le Sud-Ouest et le Nord-Ouest et ces personnes qui ont été élues sont en train de faire un travail fantastique sur le terrain. Il est donc question que dans la zone du Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les élections aient lieu. Normalement, comme dans toutes les régions du Cameroun. Je crois que tout ce que les gens font, c'est pour essayer de dissuader ceux qui croient au système, et parce qu'ils ne savent plus quoi apporter. Parce que quand vous vendez des illusions au peuple, et que finalement le peuple découvre que vous êtes des vendeurs d'illusions, je crois que personne ne pourra vous suivre. Alors, il y a eu la réaction donc du MRC, la réaction du SIM, mais je voulais partager avec vous cette réaction de Philippe Nanga, qui est le coordinateur de Un Monde à venir et qui travaille beaucoup sur les questions des élections. Il dit que les élections régionales à venir imposent qu'on ait d'abord réglé le problème de la participation des citoyens au suffrage universel. Suffrage universel veut dire aucune forme d'exclusion. Et il poursuit en disant, aujourd'hui, il y a une grande cause d'exclusion qui existe dans les zones anglophones et l'extrême nord, ce sont les crises qui ont provoqué les déplacements des populations. Je veux simplement revenir sur un fait. Maurice Kamto, qui parle au peuple camerounais, a-t-il d'abord la capacité et la compétence de le faire? Non. Maurice, vous parlez de Jean... Je parle de Philippe Nanga. Philippe Nanga, un responsable d'ONG, qui a menti l'ambassade des États-Unis qu'il allait renforcer les capacités des jeunes à participer politiquement. A-t-il qualité ou compétence pour dire ce que vous venez de dire? Il a menti comment, professeur? Mais il a reçu 280 millions de l'ambassade des États-Unis pour renforcer la capacité des jeunes à participer en politique. Demandez-le lui. On s'est retrouvés ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est cette participation-là des jeunes? Ou bien il est en train de brouiller les cartes parce que cet argent a été... Mais c'est un point de vue, c'est une analyse que mais c'est un point de vue et je dis qu'il n'a même pas le droit. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous avez ajouté l'histoire de 280 millions. Non, il n'a ni qualité ni compétence de dire ce qu'il dit, mais ce qu'il devait faire. Et il a reçu les moyens d'une institution internationale pour le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc il n'est pas propre. C'est quelqu'un qui a détourné les ressources pour renforcer les capacités. Alors là, c'est une accusation très grave. Non, il ne gère pas. Alors, on va continuer parce que comme il n'est pas sujet. Ne m'empêchez pas de le dire, parce qu'une organisation, une ONG, on dit apolitique, donc il n'a pas capacité de dire un seul mot dans la gestion de la cité, parce qu'il n'est pas un expert. C'est un expert des questions électorales. Il n'est pas un expert. Il travaille sur les questions électorales depuis plusieurs années. Monsieur Duval, je connais bien Jean-Paul Nanga.
Non, moi je parle de Philippe, pas de Jean-Paul. Bon, ou bien il s'appelle comment? Je sais pas, peut-être qu'on parle pas de la même personne. Non, écoutez, moi, ne m'empêchez pas de le dire, parce que les autres ont parlé pendant 30 minutes, j'ai écouté, mais quand je veux sortir ce que j'ai dit, donnez-moi au moins 2 minutes pour que je le dise. Votre Nangala a créé cette ONG. Vous êtes déjà à 30 minutes. Hein. Votre Nanga a créé cette ONG quand j'étais délégué régional. Et je sais dans quelles conditions. C'était un projet GV qu'il a transformé. Donc, un acteur de la société civile qui fait des injonctions au gouvernement. Vraiment, on va pas je ne pense pas sur ce plateau. Malheureusement, je voulais qu'on analyse ce propos, pas qu'on revienne sur le fonctionnement de son organisation. Comme il n'est pas ici sur ce plateau, qu'on n'en parle plus. Non, non, il est le président du MRC, il y a un représentant du MRC qui est là, qui répond. Alors, Pierre Bignan. C'est qui le Les consultants sont la société civile. Vous attaquez tout le monde. Alors, Pierre Bignan, le professeur Famdongo a répondu à Maurice Kamto et en le considérant comme un illuminé que le peuple ne veut pas suivre car c'est un vendeur d'illusions. Et la question que je pose, c'est: est-ce que vous prenez cela en compte ou vous dites que ça fait partie des multiples réactions que le RDPC a toujours vis-à-vis des sorties du professeur Kamto? Quel est l'intérêt aujourd'hui de régler d'abord la crise du Nozo avant toute élection au Cameroun? J'aimerais préciser quelque chose sur les propos du professeur Jacques Famdongo lorsqu'il qualifie le professeur Maurice Kamto, le président démocratiquement élu au lendemain du 7 octobre 2018. Il le qualifie d'illuminé. Je dis oui, c'est vrai, le professeur Kamto est un illuminé, mais il est plus qu'un illuminé. Il faut que les Camerounais le sachent aujourd'hui. Et je parle en direction du peuple de la Renaissance. Il faut que les Camerounais sachent que chaque génération a un leader, un seul. Dieu n'envoie jamais 2 ou plusieurs leaders pour une génération. Le leader du Cameroun aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Avant lui, il y a eu des leaders comme Rudolf Douala Mangabel. Après Rudolf Douala Mangabel, après une détente de près de 30 ans, il y a eu un leader, Oumniobe. Après Oumniobe, il y a eu effectivement une détente de près de 30 ans. Il y a eu un leader, c'est Nidjon Fundi. Après Nidjon Fundi, près de 30 ans après, aujourd'hui, le leader que Dieu a envoyé au Camerounais, c'est le président élu, Maurice Kamto. Voilà pourquoi les Camerounais lui ont accordé leur suffrage le 7 octobre 2018 et l'ont porté à la tête de l'État du Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Donc, les bénédictions sortent des bouches des hommes. Quand le professeur Famdongo dit que le professeur Kamto est illuminé, oui, c'est vrai, il est illuminé. C'est le Saint-Esprit qui l'inspire à le dire. C'est vraiment un illuminé. C'est le guide de la révolution camerounaise. Et ils ne sont pas 2. Il faut que les gens le sachent. Maintenant, je reviens sur les propos du professeur Koyok. C'est très grave ce que le professeur vient de dire. Le professeur vient de confirmer ici que le RDPC, depuis des années, plus de 30 ans aujourd'hui, est une machine de fraude électorale. Moi, je sors d'une élection. Je rends grâce à Dieu que je ne sois pas arrivé en retard à l'émission. Merci. Je remercie le comité de développement de l'Ogussou qui m'a élu ce matin comme président. Je sors d'une élection. Vous ne pouvez pas me dire que je pouvais me porter candidat à la tête du comité de développement de l'Ogussou sans que je ne sois résident permanent de l'Ogussou, sans que je ne déclare ma candidature, sans que je ne déclare mon projet de société pour le développement de notre quartier. Alors, quand le professeur Koyok dit que les chefs traditionnels sont en exil et que depuis l'exil, ils peuvent être désignés au conseil régional. Mais c'est très grave. Ça montre comment est-ce que le RDPC torpille les élections, crée des élites, vote des gens qui n'habitent pas dans les localités, qui ne portent pas les aspirations des populations de ces localités-là. Parce qu'on va faire une extrapolation, ce n'est pas seulement le cas du Nord-Ouest. Mais si on fait une extrapolation sur tout l'ensemble du territoire national, on verra qu'effectivement, il y a des maires, il y a des députés qui sont votés dans différentes localités dont les populations ne connaissent même pas l'existence. Dont les populations ne peuvent même pas vous dire que tel habite à tel endroit et qu'on connaisse sa famille. Mais ce sont eux qui sont présentés depuis plus de 30 ans, près de 38 ans aujourd'hui, comme des élus locaux,
comme des représentants des populations. C'est très grave. On ne peut pas continuer à cavaler comme ça. On revient maintenant aux élections régionales. La loi numéro 2006/04 du 14 juillet 2006 qui parle du mode fixant les élections régionales. Dans son article 8, alinéa 1, précise ceci. Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée. Dans le contexte actuel de la crise du Nozo, où des élus locaux qui ont fait des preuves, dont les populations ont porté dans certaines instances, comme l'Assemblée nationale, je parle du feu Mba Dam, qui est décédé, qui n'a pas pu être inhumé chez lui. Vous pensez que des élus dont les populations ont porté à la tête de ces instances pour les représenter n'arrivent pas à être inhumés dans leur terre natale? Combien, à plus forte raison, ces élus au lendemain de février 2020, du 9 février 2020, dont la population estime qu'ils n'ont pas été élus? Parce qu'il n'y a pas eu élection du 9 février 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas eu élection pour la simple raison que depuis 4 ans aujourd'hui, près d'1 million de personnes sont déplacées dans ces régions-là. Une partie au Nigeria et une autre partie dans les autres villes du Cameroun. Il y a des populations déplacées. Qui a donc voté les conseillers municipaux du 9 février 2020? Qui les a votés? Les fantômes? Ce sont les fantômes qui sont allés aux urnes. Donc, on ne peut pas continuer à cavaler dans ce sens-là sans tenir compte de la réalité. Il ne peut pas avoir élection actuellement dans le Nozo régional, dans le contexte actuel. Les populations sont déplacées. Tout à l'heure, le maire Wafo parlait d'une région paralysée économiquement. C'est 30% du PIB du Cameroun qui est à terre. Ce sont des recettes fiscales qui ne sont plus collectées dans ces populations depuis pratiquement 4 ans. C'est bientôt 4 années de scolarité sacrifiées pour les enfants habitants dans ces populations-là. Donc, c'est le chaos total qui est dans le Nozo. Et dans ces conditions, on ne peut pas tenir une élection, qu'elle soit régionale, qu'elle soit législative ou municipale. C'est le bluff. Cela n'est pas possible dans le contexte actuel. Alors, Edmond Kamgia, on a remarqué que c'est un élément qui revient très souvent dans le discours du professeur Kamto, la question de la résolution de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certains estiment que quand c'est le professeur Kamto qui parle de cette crise-là et de la question anglophone, il faut l'écouter attentivement. Oui, absolument. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire au professeur Koyok qu'il n'est pas poli, n'est-ce pas, d'indexer et de condamner pratiquement une personnalité qui n'est pas sur le plateau. On l'a convoqué ici. Philippe Nanga, moi je ne le connais pas. Le coordonnateur du mouvement Un Monde à Venir. Votre collègue. Il n'est pas mon collègue. Je ne travaille pas dans l'ONG Un Monde à Venir. Les consultants sont les ONG. Mais c'est quelqu'un que je connais bien, très bien même, pour avoir participé aux activités organisées par Un Monde à Venir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas la compétence ni la capacité à s'occuper de donner des questions. Injonctions au gouvernement. Non, vous avez dit à se prononcer sur les questions de la cité. C'est ce que vous avez dit. Quand on n'a pas qualité. Écoutez, de le faire. vous s'occupez des questions de la cité. Ouais, et ça. Là, vous n'avez pas raison, madame. Il n'a pas un mandat pour le faire. C'est un citoyen. Tout citoyen. Non. Tout citoyen camerounais a le droit et même le devoir de s'occuper des questions de la cité. Élu ou non élu. Bien sûr. Je dis tout citoyen. Nous avons et dans le cas d'espèce, vous avez tapé à côté, professeur. Elle n'est pas une souveraineté populaire. Mais puisque la Si vous confisquez la parole, puisque la souveraineté appartient au peuple. J'ai dit nous sommes dans une souveraineté nationale. C'est au peuple. Vous permettez. Et si quelqu'un n'a pas un mandat, il n'a pas à y donner des professeur, vous permettez. Pour qu'on avance, Edmond, sur... Vous permettez, professeur? Allez-y. Parce que si c'est comme ça Parce que vous m'avez indexé. Parlez, on vous a posé une question. Non, je faisais une mise au point. C'est normal. Moi, je fais aussi. Pour une personnalité de la société civile qui fait son travail. Et rien que son travail. Il a le droit et le devoir de s'occuper des questions de la cité. Parce qu'il s'occupe, par ailleurs, des questions de droits de l'homme et de démocratie. Et ce sont des questions qui intéressent justement la cité et la citoyenneté. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais répondre à la question de fond. Voilà. Et la question de fond est celle de savoir
pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto insiste tant sur la nécessité de trouver un règlement à la crise anglophone avant que de faire des élections et après une réforme consensuelle. Restons sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest et rappelons un rôle que le professeur Maurice Kamto a joué avec toute une équipe, n'est-ce pas, au niveau de la Cour internationale de la justice. Là. Et vous savez qu'il y a eu l'affaire Bakassi, pour lequel le Cameroun, à un moment donné, a cru devoir saisir l'ONU pour pouvoir régler de manière durable et définitive le litige frontalier de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, et particulièrement la question de la péninsule de Bakassi. Et Maurice Kamto a joué un rôle de premier plan avec, je le disais tantôt, toute une équipe. Ils ont ferraillé dur. Et je dois rappeler que sur ce dossier précis, la Nouvelle Expression a été, le quotidien de la Nouvelle Expression a été le seul journal camerounais à rendre compte de manière fidèle et régulière, parce qu'il avait un envoyé spécial à la Cour internationale de justice de la Haye, qui nous envoyait des informations régulières de ce qui se passait là-bas. Et il travaillait, et ce correspondant travaillait en écoutant tout ce qui se passait là-bas, rencontrait le professeur Maurice Kamto et tous les autres acteurs de l'équipe du Cameroun qui se battaient pour que la décision finisse par sortir. Il y a eu l'arrêt du 10 octobre 2002 qui consacre la souveraineté du Cameroun sur Bakassi. Et je disais donc tantôt que Maurice Kamto ayant participé et contribué, comme l'ont dit certains des acteurs avec lesquels il était là-bas, de manière particulière, singulière et efficace à ce dossier, il est fondé de s'occuper des questions qui concernent le nord-ouest et le sud-ouest. Et parce que Bakassi fait partie de l'une des deux régions concernées, notamment le sud-ouest, et je pense qu'il a suffisamment travaillé là-dessus. Et je me souviens que dans les comptes rendus que nous recevions de notre envoyé spécial à l'époque, qui aujourd'hui, il faut le dire, il signait son article Jacques Manguet, aujourd'hui il est professeur agrégé de droit public. Je m'arrête là. Pour dire la qualité des informations que nous recevions et la qualité le profil même de celui qui nous envoyait les informations à partir de la Cour internationale de justice de la Haye. Nous suivons votre regard. Oui, je ne vais pas citer son nom, mais il a beaucoup d'activités aujourd'hui. Parce que c'était son nom de plume, Jacques Manguet. J'étais son rédacteur en chef. Je le sais. Il se reconnaît. Je ne veux pas en dire davantage sur le personnage. Je voudrais simplement dire que pour que le Cameroun parvienne à récupérer Bakassi, il a fallu que les agents, les co-agents, y compris Maurice Kamto qui y était, fouillent dans toutes les archives sur l'histoire du Cameroun, du protectorat allemand jusqu'à nos jours. Plusieurs dizaines de milliers de documents, parmi lesquels l'accord anglo-allemand du 11 mars 1913 qui délimite la frontière entre le Nigeria et le Cameroun et qui était un des éléments de qualité qui ont permis de sceller définitivement la décision, de faire en sorte que cette partie, Bakassi, revienne au Cameroun, parce qu'il avait été attaqué par nos frères du Nigeria et nous l'avons récupéré. Et je voudrais dire que pour les arguments juridiques qui ont été soulignés par ces experts-là, parmi lesquels faisait partie le professeur Maurice Kamto, il y avait la nécessité donc de fouiller dans ces archives qui se retrouvaient épars dans le monde, y compris en Allemagne, en France, un peu partout. En tout cas, tous ceux qui aujourd'hui font partie de ce que l'accord de Green Tree a appelé les parrains de l'accord de Green Tree, accord qui a été signé aux États-Unis le 12 juin 2006. Les parrains de l'accord de Green Tree, c'est qui? C'est les anciennes puissances qui ont occupé le Cameroun à un moment donné de l'histoire. Soit les Allemands d'abord, à travers le protectorat, ensuite les Français et les Anglais à travers le double mandat, la SDN, ensuite le double mandat de la tutelle. Et je ne voudrais pas être très long là-dessus, mais pour dire qu'en réalité, quand un acteur politique a d'abord été expert technique sur des questions juridiques, sur des questions concernant le nord et le sud-ouest, il faut l'écouter avec beaucoup d'acuité. Et je voudrais dire pour chuter que Maurice Kamto, quand même, il faut le lui reconnaître, c'est lui qui est allé hisser le drapeau du Cameroun à Calabar. Hisser le drapeau du Cameroun.
C'est-à-dire, il a participé, pas seul, avec d'autres Camerounais, dans la matérialisation de la délimitation de la frontière maritime de Bakassi jusqu'au lac Tchad. Et ça se fait parfois, notamment dans des conditions difficiles, avec les hélicoptères et autres. Donc c'est quelqu'un qui a le souci du Cameroun. C'est quelqu'un qui a le souci de cette partie du pays et qui croit que si cette question n'est pas réglée, c'est une autre bombe à retardement, c'est un volcan endormi, voyez-vous. Ça fait 4 ans que ça dure cette guerre. Et beaucoup pensaient dans l'origine qu'il suffisait de 2 semaines pour qu'une solution militaire efface totalement les velléités sécessionnistes. Nous sommes déjà à 4 ans. Mais et beaucoup de gens meurent. Les Camerounais, je dis, les Camerounais meurent. Le consultant, il a été payé pour le faire. Et les autres qui sont payés pour nous faire tous, ça et qui nous avons été consultants ailleurs. Il n'est pas. Je vous en prie. Ça ne lui concerne vous m'interrompez tout le temps, madame. Non, vous avez fini, monsieur. C'est quoi ah bon? C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de donner la parole. Continuez alors. Professeur, il faut attendre. Soyons polis, madame. Non, mais moi j'ai dit, il ne faut pas venir. Vous êtes une dame, madame. Monsieur. Vous devez être. Il l'a dit. Il avait d'ailleurs. Professeur en plus. Professeur, soyez poli, madame. Monsieur. Les téléspectateurs nous regardent et nous prennent à témoin. Alors, on va commencer déjà sur ce plateau. Vous êtes professeur du on va donner, s'il vous plaît, on va donner la parole à Jean-Aubert Wafo. Jean-Aubert Wafo, est-ce que les conditions, je veux dire, des élections régionales dans des conditions actuelles, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne pourront pas poser des problèmes de légitimité? Il y a des particularismes, il y a des spécificités concernant ces régions qui doivent être prises en compte, et on n'a pas le sentiment, en tout cas selon certains acteurs, que ces éléments effectivement sont en train d'être pris en compte avant toute nouvelle élection. Est-ce que ce problème de légitimité ne va pas se poser? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans la situation d'après février 2020? Parce qu'on pensait que ces élections pourraient permettre, sur les élections municipales, pourraient permettre un temps soit peu d'apporter de la calmie dans ces zones. Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une petite digression. Moi, je ne crois pas au messianisme. Je ne crois pas au messianisme. Et dans la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, on a besoin que toutes les forces se mettent ensemble, en toute humilité. D'ailleurs, j'ai lu, comme plusieurs Camerounais, la dernière lettre du professeur Maurice Kamto a donc adressé aux partis politiques, à la société civile, etc. Lui-même dit à l'intérieur que personne seul, c'est-à-dire qu'aucun parti politique seul ne peut faire bousculer, donc ne peut bousculer un régime dictatorial comme celui de Yaoundé. Donc c'est dit que lui-même, il ressent la nécessité que toutes les forces prises de patriotisme, n'est-ce pas, et de démocratie, n'est-ce pas, puissent se mettre ensemble pour enfin bouter, n'est-ce pas, ceux qui nous gouvernent depuis 38 ans d'ailleurs. Donc il faut arrêter parfois avec le messianisme. Le messianisme, c'est un facteur, donc c'est un des plus grands diviseurs communs, un des plus grands PGDC. Donc il faudrait que... Alors cela dit, revenons sur la question des élections. Toutefois, je ne nie pas, n'est-ce pas, la qualité intrinsèque de l'homme. À partir du moment où on a eu 14% à une élection de façon officielle, et compte tenu des difficultés, tous ceux qui ont pu avoir, n'est-ce pas, un score à cette présidentielle, ceux qui ont même participé à cette élection présidentielle, il faut les féliciter parce que ce n'est pas facile du tout compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Avec, donc effectivement, une classe gouvernante, autiste, condescendante, qui passe le temps à frauder. Pour dire quoi? Quand je parle de la fraude, vous dites qu'on va organiser les élections régionales dans le nord-ouest, sud-ouest. Mais je suis quand même surpris. Oui, ils vont vous dire que le corps électoral est constitué, que le collège électoral est constitué de conseillers municipaux. Ils vont aller organiser une fois. Ils vont dépenser des milliards de francs CFA. Pourtant, il leur suffit juste de procéder aux nominations. Nommer tout simplement les conseillers régionaux. Et là, vous n'allez pas faire souffrir les caisses du trésor public, puisque vous êtes habitué à braquer le trésor public. Et quand je parle de la fraude, et vous, quand vous allez organiser ces élections régionales, c'est ajouter l'illégitimité à l'illégitimité. Oui.
vous êtes en train de renforcer l'illégitimité. Parce que ce collège électoral-là, est constitué de gens donc illégitimes. C'est vrai qu'on va nous dire que c'est la légalité, mais ce qui fonde une démocratie, c'est d'abord la légitimité. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenons une ville comme Douala. Prenons les dernières élections. Quand vous prenez tous les résultats, tous les scores du RDPC dans les 6 arrondissements, c'est autour de 70 000 voix. Je dis c'est autour de 70 000 voix. Douala, c'est près de 5 millions d'habitants. Donc le potentiel électoral, c'est au moins 2 millions d'habitants. Ils ont 70 000 voix et eux, ils contrôlent tout. Et ils viennent faire bonbon sur les plateaux. Oui, il faut également, et je prends acte, n'est-ce pas, de ce que le MSA rejoint le SDF, n'est-ce pas, dans ces batailles. Parce que Edmond l'a bien rappelé que c'est des revendications qui ont été portées depuis des décennies, et d'ailleurs encore Jean-Michel Nietzsche lui-même l'a rappelé par le SDF. Et je vais dire ceci, vous êtes habitués à frauder. La réforme du code électoral est indispensable. Parce que demain, j'ai bien peur, il faudrait que les acteurs, que ceux qui sont élus soient vraiment légitimes. Mais comme vous passez le temps à frauder, mettez tout simplement sur pied le bulletin de vote unique. Dans aucun bloc d'un quartier quelconque de la République, on ne votera le RDPC. Je dis bien dans aucun bloc. S'il y a seulement le bulletin de vote unique, dans aucun bloc. Parce que, avec le bulletin de vote unique, ils ne pourront pas corrompre. Quand il y a des bulletins de vote multiples, ils viennent, ils se mettent à la distance, ils disent, ok, dès que tu me ramènes le bulletin de vote de l'adversaire, je donne 2 000 francs, 3 000 francs. C'est un mécanisme simple, le bulletin de vote unique du Val Fabien. C'est moins cher, ça coûte moins cher. Et maintenant, quand je parle de la fraude, vous êtes habitués à frauder. Vous tous, comme je dis, vous êtes habitués à frauder. Vous exagérez. Dans le nord-ouest, sud-ouest, comment ça va se passer là-bas? Vous parlez des textes. À quoi vont servir les élections régionales dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même un peu partout ailleurs? Prenons les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez parlé du code général de la décentralisation, donc des collectivités territoriales décentralisées. Là-dedans, il est indiqué que le sous-système judiciaire anglophone et le sous-système éducatif anglophone feront l'objet de lois spécifiques. Où sont ces lois spécifiques là aujourd'hui? C'est où? Où sont ces lois spécifiques? Parce qu'après les lois, il faut des décrets. Où sont même ne serait-ce que ces lois? Ça fait 1 an. De deux, ils disent qu'ils vont organiser les élections régionales. Comment ces conseils régionaux seront financés? Monsieur Duval Fangboy, il n'y a pas un seul texte qui indique de façon claire les sources de financement des conseils régionaux. Un seul texte, ça n'existe pas. Je dis bien, il n'y a aucun texte, et je le dis ici avec autorité. Et le ministre des Finances est en train de nous suivre, je le dis, avec autorité. Parce que les lois de 2004, ainsi que les modifications subséquentes, en ce qui concerne les sources de financement, par exemple, pour les collectivités, donc pour les mairies, il y a l'impôt libératoire, mairies et communautés urbaines qui sont devenues dans les mairies de ville. Il y a les centimes additionnels communaux qui sont soumis à péréquation. Tout comme il y a la taxe foncière, par exemple, les droits de mutation d'immeubles. On dit l'État à tel montant, à telle quantité, le FECOM à telle quantité, la commune à telle quantité, et quand il y a la communauté. Je dis, du Val-Pangois, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Il y a un agenda caché. Vous avez compris? Et je pèse mes mots. Ces élections régionales, ça ne profitera pas au président Biya. Pas du tout. Mais à qui ça va donc profiter? Ils veulent recaser leurs retraités, anciens hauts commis de l'État, qui sont ainsi que les mécontents de leur parti. Et ce que je dis ici, ce que je dis est clair. Je dis c'est le grand soir qui se bat parce que aucun esprit rationnel ne peut comprendre. Parce que quand vous regardez ces conseils régionaux, dites-moi à quoi ça va servir. Quand le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, après l'inscription de 15% de transfert par l'État des ressources aux collectivités territoriales décentralisées,
pour le compte de l'exercice 2020 en cours. En novembre 2019, il a été interpellé par les députés. Il a dit ce n'était pas possible. Le motif qu'il avait brandi, c'était quoi? C'était que ce code est venu après l'adoption du budget 2020. Comme si la loi de finances rectificative ne pouvait pas s'opérer en mars 2020 ou en juin 2020. Et lors de la session de juin passé, le même ministre des Finances, répondant aux questions des députés sur les 15%, a dit c'est pas possible pour 2021. Ça veut dire que quoi? Les 15%, les collectivités territoriales décentralisées ne recevront pas ces 15%. Alors, comment les conseils régionaux seront financés? C'est la raison pour laquelle il y a un agenda caché. Ok. Alors, il y a un agenda caché et les Camerounais doivent être vigilants. Ok. Alors, professeur, lorsqu'on écoute le développement fait par le Jean-Robert Wafo, le sentiment qu'on a, c'est que de toute évidence, on n'est pas prêt pour ces élections régionales. Bon, je crois que vous allez aussi me donner un peu de temps, parce qu'il a fait toute une conférence nationale. Et personne, je ne sais même pas, là où il n'a même... Non, mais de vos arguments... Bon, donc je suis en train de dire, bon, je vais revenir... Vous êtes professeur, donc bon... Je vais revenir à ce que mon collègue a dit tantôt, M. Kamungia. La consultance ne confère pas la légitimité, même si on a été un consultant expert international. Ce n'est pas la raison pour que Maurice Kamto vienne revendiquer le mandat présidentiel d'un. Et de deux, tout ce que nous avons là dit tantôt, je ne sais pas, vous n'avez pas posé des questions. Vous étiez candidat à l'élection municipale, non? Vous avez raté seulement. Oui, mais c'est normal. Quand on va à une élection face aux tricheurs comme vous pouvez me laisser parler. Face aux braqueurs des élections. Voilà. Mais maintenant, là, on ne vous empêche pas de maintenir le bulletin de vote unique. Je vous poser la question, c'est vous qui avez posé la question. Vous ne pouvez même pas gagner dans un seul bloc de papier. Alors, vous êtes des tricheurs, des fraudeurs, des braqueurs. La parole, allez-y. Monsieur Wafo, et évitez de lui poser la question. Non, j'ai dit qu'il était candidat à Douala 2e aux élections municipales. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de conseiller qu'il va dire qu'ils ne peuvent l'élection. Vous me limitez à... vous n'avez zéro conseiller là-bas. Moi, j'aimerais à zéro conseiller. Dans un poste de conseiller municipal. J'ai dit votre parti a zéro conseiller. Laissez-moi, c'est mon tour. Bon, et je vais simplement... Quand je me souviens, écoutez. Quand Jean-Robert, madame, je peux m'inquiéter. Mais quand je me compare, je me rassure. Jean-Robert, il faut qu'on avance, on a beaucoup d'autres sujets. C'est ce que je suis en train de dire. Elle qui ne répond pas aux questions. Et je reviens à ce que ce n'est pas parce qu'on a eu zéro conseiller municipaux qu'on va dire qu'il n'y aurait pas une élection régionale. Vous avez quand même tenté, mais malheureusement, le peuple n'a pas... L'élection régionale ne l'interrompez pas. Sinon, on va pas avancer. Sinon, on n'avance pas. Non, mais elle ne comprend rien. Voilà. C'est les conseillers municipaux qui sont les électeurs, si vous ne le saviez pas. Oui, à partir du moment où vous avez zéro conseiller, donc vous avez zéro électeur. Nous avons des conseillers partout. Bon, vous avez quand même été là avec un code boiteux. Je vous ai vu battre campagne, M. Wafo. Donc ce n'est pas parce que ça a été dur, vous n'avez pas gagné, que vous allez emballer tous les Camerounais pour dire qu'il n'y aurait pas une élection, il n'y aura pas de ressources. Vous n'êtes pas là pour juger de la source des ressources. Je vais dire que pour les élections dont on a parlé, les régionales, les élections auront lieu. C'est le processus normal. Vous savez que le président Paul Biya, dans sa logique, il est légaliste et il n'a jamais failli. Quand il y a un processus qui est en cours, malgré tout ce que vous colmatez à droite et à gauche, il y aura cette élection. Et je veux simplement vous dire, pour le Nord-Ouest, qui est même le bastion du SDF, je suis surprise de voir que quelqu'un parle de son bastion comme si c'était un territoire allemand. C'est le bastion du Nord-Ouest, du SDF. Si vous ne pouvez donc pas maîtriser votre électorat au nord-ouest et au sud-ouest, vous voulez que qui d'autre le fasse?
Les partis au Cameroun, en dehors du RDPC, sont des partis régionaux. Votre région, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, vous avouez devant tout le monde que le SDF est en train de mourir. Et parce que vous ne voulez pas accepter la mort du SDF, vous voulez donc maintenant brailler, raconter tout ce que vous racontez. Donc, moi, je vous dis, en toute honnêteté, quand un parti comme le vôtre connaît des faiblesses, allez vous asseoir quelque part, posez-vous la question de savoir pourquoi ce recul, pourquoi la régression. Vous allez trouver des solutions au lieu de venir parler du RDPC. Et je dirais la même chose pour tous les autres partis. J'ai commencé par le dire ici. Le MRC a raté le coach dès le départ. Mais maintenant, pour se rattraper, il va emballer tout le peuple camerounais dans le désordre. Et moi, je me dis, quand vous avez raté, acceptez. Il y a des petits partis, comme le président a dit. Un petit parti ne fait pas les régionales. Un petit parti ne peut pas faire les régionales. Donc, à partir du moment où vous ne voulez pas grandir pour être un grand parti, mais accompagnez les autres. Donnez de bons conseils aux Camerounais. Donc, vous êtes les entrepreneurs du chaos. Et moi, je vous dis, le Cameroun, dans le nord-ouest, il y a la reconstruction qui est en cours. Et tout le monde voit des évolutions. Il y a les maires, les conseillers et les députés qui ont été élus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le processus va continuer. Et c'est les mêmes qui vont voter pour leurs conseillers régionaux. Alors, sur les insuffisances qui ont été évoquées par les uns et les autres, qui traduisent une sorte d'impréparation. Par rapport à quoi? Par rapport à ces élections régionales. Oui, parce qu'il ne sait pas qu'il existe une chambre haute, une chambre basse. Quel est le correspondant des sénateurs sur le terrain? Parce que pourquoi vous ne vous posez pas la question comment sont financés les sénateurs et vous venez poser la question de savoir comment seront financés les régions. Le Sénat a un Mais moi, budget. je dis en toute Le Sénat réalité. a un budget, tout comme l'Assemblée nationale a un budget. Je suis donc en train de tiré dire. de l'argent du contribuable. C'est connu Voilà. à chaque exercice budgétaire. Donc, ne posez mais donc comment plus les cette sénateurs, question. comment les Écoutez. conseils régionaux, Madame Koyok, Ouais. seront Mais financés? elle est en train de répondre. Je suis en train de répondre parce que vous ne comprenez même rien. Quand on vous dit allez lire le Dites-moi code comment ça électoral, vous venez toujours dire des choses qui sont déjà connues. C'est une collectivité. Alors, comment ça va se territoriale. passer, professeur? Vous êtes en train Allez-y, de- Voilà. évitez qu'elle réponde. Voilà. Je vous ai dit, Voilà. moi je dis toujours, avant que quelqu'un ne s'engage en politique, il faut qu'il aille Mais elle d'abord répond pas, là. s'asseoir et se former. Allez-y. Si vous n'avez pas demandé d'où sortiront les ressources des sénateurs, pour payer les sénateurs, vous ne pouvez donc pas poser la question de savoir comment seront financés les conseillers régionaux. C'est Parce incroyable. que il y a la chambre basse, C'est incroyable. il y a la chambre haute, et chaque chambre a son équivalent, ses équivalences sur le terrain. Madame, c'est faux. Donc je suis donc en train de allez lire, Vous n'avez rien compris. allez apprendre. Alors, J'ai dit, vous n'avez moi je rien n'ai pas compris. fini. Moi je n'ai pas Du fini. fonctionnement de l'État. Terminez pour que je Rien. l'entende. Et c'est dommage. Et je Un vous professeur. écoutez. Voilà. Vous savez que c'est comme ça. Dans Non, la c'est société. dommage. Tout le monde est expert dans tout. Non, c'est Et dommage. je dis donc, Mais elle est professeure de sociologie. hein. écoutez, moi je lui dis, ok. voilà. Donc je vous ai dit tantôt, J'ai dit sur le fonctionnement. il y a au Cameroun une chambre haute et une chambre basse. Je reviens dessus. En le disant, j'ai répondu à votre question. Non. Si vous n'avez pas compris, au sortir continue à d'ici, lire. allez Alors, je donne la parole continuer à lire. votre lecture et vous comprendrez ce que Mieux. je veux vous La dire. fois prochaine. Allez, Mais vous me donnez 2 minutes d'Ival, Encore professeur. alors que vous donnez 30 minutes à chacun. Non, Donc, moi, j'ai un professeur, j'ai un chrono en main. Voilà, Ok, le chrono là, je vais le voir. Voilà, voilà le chrono. On Alors, oublie les Pierre, bien sûr, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Professeur, je vais revenir à l'observation faite à l'heure par Jean-Aubert Wafo sur la nécessité qu'il y a pour le RDPC à organiser ces élections. Il a dit que ce sera pour recaser un certain nombre de personnes qui sont à la retraite dans le RDPC. Vous allez répondre tout à l'heure. Pierre Bignan, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Jean-Robert Wafo nous a amené sur le terrain de la décentralisation, qui devrait en réalité être l'une des solutions les meilleures pour pouvoir régler durablement un certain nombre de crises. Et pour beaucoup d'analystes, cette question de la décentralisation peut être également une solution à toutes les difficultés qu'on a, en tout cas par rapport aux inondations. On a vu que cette semaine, par exemple, si on prend la nouvelle expression, elle indique que la nouvelle expression indique que
il y a des fortes pluies qui sont abattues sur la capitale économique du Cameroun. C'était le vendredi 21 août dernier. Et ces pluies ont abondamment inondé les maisons, les voies publiques, les quartiers de la capitale économique du Cameroun. Ça a été le cas également à l'ouest, notamment à Sandjou, où la chaussée s'est effondrée, amenant d'ailleurs les pouvoirs publics, notamment le gouverneur de la région de l'ouest, à interdire la circulation, en tout cas de déconseiller la circulation sur l'axe qui va de Melon, Sandjou, Tchang, Carrefour Bamungum, entre autres. Là, on est dans les conséquences de ces inondations. On a bien vu qu'il y a des exécutifs municipaux qui essaient de se battre. Il y a le cas des communes de l'extrême nord rapporté par l'œil du Sahel qui indique qu'à Maroua 1er ou encore dans le Logone Birni, on voit des maires qui s'activent avec le peu de moyens qu'ils ont pour pouvoir faire face à ces inondations. Est-ce qu'en donnant plus de moyens à ces maires-là, on ne pourrait pas anticiper un temps soit peu sur les dégâts qui sont régulièrement causés tous les ans pratiquement à la même période de ces inondations? Ok, merci Duval. Mais permettez que je dise un dernier mot, parce que tout le monde a intervenu au moins 2 ou 3 fois sur la question concernant la tenue des élections régionales. Alors, mon dernier mot que je vais dire à propos, c'est que il faut que les Camerounais comprennent que si le MRC en est arrivé là, aujourd'hui, où nous appelons tout le peuple camerounais à revendiquer pacifiquement la non-tenue de ces élections-là et à la limite même le départ du président Paul Biya, c'est parce que on a l'impression que le régime du président Paul Biya n'écoute pas le peuple pour lequel il est au service depuis presque 4 décennies, 38 ans. On ne peut pas comprendre qu'au lendemain du 7 octobre 2018, l'Union africaine, la commission de supervision que l'Union africaine a envoyée, a fait une déclaration le 9 octobre à Yaoundé. Et dans cette déclaration, ils ont fait une recommandation demandant au gouvernement camerounais et à toute la classe politique camerounaise de se réunir dans une sorte de commission inclusive pour travailler dans le sens de réviser notre code électoral et notre constitution, loi constitutionnelle, afin d'éviter une crise post-électorale. On ne comprend pas comment est-ce que des partenaires, non seulement comme l'Union africaine, l'Union européenne, en 2019, à travers la résolution 2019-2691 du Parlement de l'Union européenne, qui a recommandé au gouvernement camerounais d'ouvrir des voies de discussion pour la résolution de la crise anglophone et pour la révision du code électoral afin d'éviter d'éventuelles crises post-électorales. On ne comprend pas comment un autre partenaire important, comme les États-Unis d'Amérique, à travers la résolution H358 du Congrès américain de 2019, exhorte le gouvernement camerounais à engager un dialogue élargi, sans conditions préalables, pour la résolution de la crise anglophone et la révision d'un code électoral consensuel. Et que, malgré toutes ces voix qui se sont levées, et sachant que le Cameroun a ratifié aux accords avec ces institutions internationales et ses partenaires, qui sont non seulement bilatéraux, mais multilatéraux pour certains. Et donc les lois, normalement, seraient au-dessus de nos lois nationales. On ne parvient pas comment les cris, tous ces cris qui se sont levés de la part de nos partenaires, ne sont pas écoutés par le gouvernement camerounais, le régime du président Paul Biya. Encore plus que, de façon au niveau national, toute la classe politique, y compris même à l'intérieur du RDPC, sont d'accord qu'on doit réviser le code électoral pour ne pas se retrouver dans des situations comme celle du Burkina Faso ou du Mali ou de la Gambie à un moment donné. Parce que les crises post-électorales sont constantes en Afrique subsaharienne.
Et voilà pourquoi le MRC est resté constant et cohérent dans sa position des deux préalables. Avant toute élection au Cameroun, il faudrait automatiquement qu'on révise le code électoral, qui soit consensuel et qu'on aille vers une résolution définitive de la crise anglophone. Et nous avons les moyens. Le MRC est allé loin à travers les sorties du président élu Maurice Kamto pour indiquer même la création d'un comité au niveau, d'un haut comité qui devait être un comité politique piloté par un chef d'État africain ou un ancien chef d'État africain et qui devait avoir à côté une sous-commission qui serait une commission technique telle que prévue par la résolution de l'Union européenne pour travailler avec la classe politique nationale et nos partenaires dans le but de trouver des mécanismes de révision consensuelle de notre code électoral. Donc nous sommes restés constants. Et c'est à cet effet que nous avons sacrifié toute une élection législative et municipale le 9 février 2020. Donc nous restons constants dans notre position et nous pensons que si ces préalables ne sont pas encore remplis, parler encore d'une élection au Cameroun, c'est se moquer de la gueule des Camerounais et continuer à nous faire comprendre que non seulement ils n'écoutent pas leur peuple, ils n'écoutent pas le conseil que les pays amis et partenaires leur donnent par rapport à leur peuple. On n'a plus besoin de ce genre de gouvernement, de ce genre de régime à la tête de notre pays. Ok. Peut-être embrayer directement sur la question que j'ai posée en rapport avec la nécessité d'une vraie décentralisation pour faire face notamment aux... La décentralisation est un échec cuisant. Cela fait 24 ans aujourd'hui que la décentralisation a été lancée au Cameroun. Et que 24 ans après, on soit là en train de dire qu'il faut augmenter le niveau de budget des maires, des communes et autres. La décentralisation est un échec. Pour faire face aux situations comme les inondations que le Cameroun a traversées la semaine dernière, il faut toucher certains points essentiels. Il faut comprendre que le Cameroun, par exemple, a une direction de la météo. Est-ce que la direction de la météo fait effectivement son travail? On a dans diverses localités, nous savons qu'il y a des barrières de pluie. Est-ce que ces barrières de pluie fonctionnent normalement? Qu'est-ce que la direction de la météo fait? Les Camerounais qui sont en train de... Il faut quand même peut-être rappeler juste, Pierre, qu'il y a quelques semaines, le ministre de la décentralisation et du développement local avait rendu public un communiqué dans lequel il alertait les maires, les exécutifs municipaux à prendre des dispositions en vue d'anticiper sur les dégâts que pourraient causer les inondations dues aux fortes pluies du mois d'août notamment. C'est un calendrier qui doit être annuel. On n'a pas besoin de le faire en une semaine ou en moins de 2 semaines. C'est un calendrier qui est annuel. C'est-à-dire que si la gestion est bien faite, la direction de la météo a ce calendrier-là qui doit adresser à tous les autres services, que ce soit décentralisés ou départementaux, régionaux. On doit avoir ce calendrier que dans le littoral, voici le débit d'eau qui risque d'avoir cette année, voici ainsi de suite. Bon, maintenant, deuxième chose, le budget que les mairies ont pour le désengorgement des caniveaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font? Parce qu'ils ont quand même un budget. Est-ce qu'ils utilisent ce budget à bon escient? Les entreprises au Cameroun ont le devoir de la responsabilité sociale, entreprise. Dans le cadre de la RSE, est-ce que les entreprises contribuent à soutenir le gouvernement aussi dans l'aménagement des voies publiques ou bien le désengorgement des caniveaux? Parce qu'il faut, il faut relever également que si le peu de caniveaux qu'on a déjà quand même était bien géré, bien aménagé, on éviterait un certain nombre d'inondations. Ça, c'est des choses qu'il faut relever. Maintenant, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il se pose un problème de leadership. Le leadership actuel, si en 24 ans, ils ont échoué dans l'implémentation de cette soi-disant décentralisation, même en 240 ans, ils ne feront rien. Il faut changer ce leadership-là. Revenir sur un nouveau paradigme de gestion. Donc, je parle de la prévision. Gérer, c'est prévoir. Lorsque je dis que la direction de la météo ne prévoit déjà rien,
Combien de fois, à plus forte raison, les maires, les députés, le ministre même, le président de la République, ainsi de suite. Il faut revoir le nouveau leadership. Il faut un nouveau leadership qui va insuffler une nouvelle façon de travailler, de prévoir des catastrophes naturelles telles que celle-là. Aujourd'hui, on parle des inondations. Demain, on va parler du mont Cameroun qui va décimer des gens. Après, demain, on va parler de l'Agnos, dont on n'a pas encore fini les recherches qui devaient être effectuées à propos de son impact environnemental. Donc, au Cameroun, on fait une gestion, le régime du président Paul Biya a mis sur pied une gestion par embuscade, une gestion de navigation à vue. Il ne prévoit rien, mais on ne peut pas gouverner lorsqu'on ne prévoit rien. Alors, Edmond Kamgia, au finish, on a le sentiment que en toile de fond, il y a cette question de décentralisation, que ce soit pour régler durablement la crise anglophone, que pour mettre un terme aux dégâts qui sont provoqués par ces inondations. Jean-Robert Wafo, je ne sais pas, c'est lui qui le disait au Pierre-Mignan, qui disait que depuis l'implémentation, depuis la mise en place de ce concept de décentralisation, on n'y est pratiquement pas. Peut-être qu'il faudrait remonter un tout petit peu aux origines pour voir est-ce que ce n'est pas au moment de fixer les bases ou bien de mettre en place ce concept-là, cette forme d'organisation politique administrative que tout a échoué. M. Fangwa, je vais répondre à cette question, mais je voudrais également terminer très brièvement sur la question des élections pour dire qu'en réalité, avec le retour, avec le recul, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut bien faire le point. Après les 2 dernières élections que nous avons connues en 2018, les présidentielles, et les élections de février dernier, législatives et municipales, par rapport aux participations des citoyens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On se rend compte officiellement que les chiffres de la participation montrent très bien que très peu de citoyens ont participé aux élections, que ce soit dans les présidentielles ou encore les législatives et les municipales récemment dans le nord-ouest et du sud-ouest. À peine 9% ont participé dans le NOZO aux élections. C'est-à-dire que 81% des populations électrices dans le nord-ouest et sud-ouest n'ont pas du tout participé. 91% n'ont pas du tout participé. Des électeurs inscrits n'ont pas participé aux élections. La question que l'on peut se poser à travers ce constat, c'est que pourquoi encore organiser des élections aussitôt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sachant qu'on a au moins des chiffres qui nous montrent que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'aura pas des électeurs élus qui ont la légitimité. C'est-à-dire, dans le nord et le sud-ouest, il y a des personnes qui ont été élus conseillers municipaux, qui ont été élus maires, qui ont été élus députés. Mais que représentent-ils véritablement? Quelle est leur légitimité? Quelle est leur représentativité auprès des populations? Pourquoi la crise ne s'arrête pas malgré les élections législatives et municipales dans le nord-ouest et du sud-ouest? Ils n'ont aucune légitimité. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier, n'est-ce pas, les soldats qui sont sur le terrain, notamment un général. On a vu tout un général, par exemple, qui travaille dans le sens d'une armée citoyenne, qui rencontre les populations, qui discute avec les populations pour leur faire comprendre la nécessité de la paix et de la sécurité. Grave, ça. Mais, sauf que, on a regardé je vais expliquer pourquoi, sauf que c'est grave, parce que ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le rôle d'un général ou des officiers de discuter avec les populations. C'est le rôle des élus. On est en état d'urgence. C'est pour cela que je dis, la nature ayant horreur du vide, c'est pour cela qu'on a vu un général discuter avec les populations, parce que les élus du nord-ouest et du sud-ouest, récemment, les derniers élus là, mais conseillers municipaux, députés, ne sont pas du tout légitimes. Les populations ne se reconnaissent pas en elles. Et maintenant, on demande donc à ceux-là qui ne sont pas légitimes, mais conseillers municipaux, d'élire des conseillers régionaux, qui eux aussi n'auront aucune légitimité comme eux. C'est ce que j'ai dit. Voilà. La légitimité. L'illégitimité plus l'illégitimité ne peut donner que l'illégitimité. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas nécessaire d'organiser des élections dans le nord et le sud-ouest dans les conditions actuelles. Ils n'auront aucune légitimité et ça va empirer la situation. Ça va empirer la guerre. Parce que aucun de ceux-là qui ont été élus ne sont en phase avec les populations, n'approchent même pas les sécessionnistes pour leur faire passer le message de la paix et du dépôt des armes.
Félicitations Edmond Kambi. C'est pour cela que je exemple tenais à le dire, pour fort, terminer sur le chapitre pertinent. des élections qu'on veut organiser régionales dans le nord et le sud-ouest, pour dire que c'est un autre danger, c'est un autre élément belligène qu'on est en train de mettre dans le nord-ouest si on organise les élections régionales là-bas. Maintenant, sur la question de la question même que vous m'avez posée, Sur la M. Fangwa, décentralisation. tous ces débats, même sur l'inondation aujourd'hui, on se rend compte, ou sur la décentralisation, on se rend bien compte que, au fond, la lame de fond a été au cœur des débats pendant la tripartite qui s'est ouvert le 30 octobre 1991 et qui s'est achevé à la mi-novembre, 15 novembre, et par une déclaration, notamment la déclaration de la tripartite. Il y a eu les accords de la tripartite, mais je voudrais insister ici, non seulement sur la qualité de la composition des acteurs de la tripartite, mais également sur le contenu des débats en relation avec la nécessité pour laquelle on a inclus la décentralisation dans la Constitution. Parce que à l'accord tripartite, il y avait 3 principaux acteurs. Il y avait le gouvernement, il y avait les partis politiques, et dans les partis politiques, il y avait le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. Et dans le 3e camp, c'était la société civile, représentée par ceux qu'on appelait les personnalités indépendantes. La plupart des acteurs de cette période, je peux le dire ici, sont déjà décédés. Il y avait par exemple le docteur Adamou Ndamdioua qui présidait la commission politique, qui est décédé, le président de l'UDC. Il y avait également, parmi des acteurs importants politiques de l'époque, John Ngou-Foncha, qui a été vice-président de la République fédérale du Cameroun, qui a été vice-président du RDPC, et qui en juin 1990 avait démissionné de ses fonctions, et qui s'était retrouvé à la tripartite pour mettre sur la table les problèmes des anglophones, de la marginalisation, de la frustration dont vivent les populations anglophones. Et c'était l'un des éléments qui avait motivé sa démission du RDPC. Un an auparavant, c'est-à-dire en juin 90, démissionné, et il a participé autant que d'autres acteurs de la réunification à la rencontre tripartite. Et pour rester sur... Beaucoup de ces acteurs sont encore vivants, pourtant. D'autres sont encore vivants. Mais Paul Sopo-Pouzo, qui a joué un rôle majeur également dans cette période-là, est décédé. Mais d'autres vivent encore aujourd'hui. Mais c'est que, sur le point sur lequel je voudrais davantage insister, c'est que dans les débats qui ont débouché sur la nécessité d'aller à la décentralisation, il y avait ceux qui étaient les partisans du statu quo, maintenir l'État unitaire centralisé. Il y avait ceux qui, comme le SDF qui a participé au début des travaux avant de claquer la porte, étaient pour le fédéralisme. Mais malgré le fait que le SDF ait claqué la porte à l'époque, ceux qui sont restés, comme les Django Frontier, comme les Munzo et autres, parce que Abel Moukon, il est décédé aujourd'hui, il était partisan du fédéralisme. Il y avait donc ce partisan du statu quo, un État unitaire centralisé, comme l'indiquait déjà la Constitution de 72, et ceux qui étaient pour le fédéralisme. Et il faut le dire, la position médiane qui a été trouvée finalement, et dont les termes sont venus du directeur du cabinet du Premier ministre Sadou Ayatou de l'époque, qui est encore vivant, le professeur Bokoko Mbodjo, qui était son porte-parole. Tous les vendredis, il donnait une conférence de presse d'ailleurs aux journalistes. Bokoko Mbodjo s'est inspiré du débat qui avait cours dans les années 90 à cette époque en France sur la décentralisation et sur la régionalisation. Et cette idée débattue entre des différents acteurs pendant la tripartite a pris, c'est-à-dire que les éléments ont pris. Il y a eu convergence d'idées pour convaincre les partisans du fédéralisme de l'époque qu'on peut passer par une étape transitoire. Et en réalité, il faut le dire, la décentralisation qui figure dans la Constitution du Cameroun a été un compromis transitoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 janvier actuelle de 1996, on a une disposition qui dit que les institutions seront progressivement mises en place. C'était l'esprit du compromis transitoire par rapport à la décentralisation, pas par rapport aux autres dispositions de la Constitution. Et il s'agissait, parce que ceux-là qui voulaient le fédéralisme pendant la rencontre tripartite avaient montré comment ils avaient pu, pendant la réunification, préserver les acquis d'un gouvernement local et des avantages d'un gouvernement local qui renforce la démocratie et le développement. Et estimer qu'il était important qu'on retourne encore au fédéralisme. Mais la plupart des francophones, des acteurs politiques de l'époque qui étaient dans ce débat-là, avaient peur du fédéralisme parce qu'ils avaient l'impression que c'était le fédéralisme à 2 États.
Alors, il fallait donc trouver une position à mi-chemin entre le fédéralisme et la forte centralisation. Et ça a été la décentralisation. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'adoption de la Constitution en décembre 1995 et sa promulgation le 18 janvier 1996, il s'est trouvé que la Constitution a été promulguée, mais on a attendu 24 ans après pour penser la rendre effective. Et en cela, ça a renforcé la marginalisation et la frustration des partisans du fédéralisme de cette époque-là. Et je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il y a eu ce auquel on assiste depuis au moins 4 ans. Ils se sont sentis trompés par rapport au compromis de la tripartite sur la phase transitoire qui n'a jamais été effective. Parce que la décentralisation qui a été instaurée, la Constitution a prévu à côté des communes, des régions. Les régions n'ont jamais été installées. Est-ce qu'on va installer les conseils régionaux dans le contexte actuel? Alors, visiblement, ce n'est pas possible dans le nord-ouest et le sud-ouest. Jean-Robert Voifo, au finish, décentralisation comme solution peut-être, vraie décentralisation peut-être comme solution pour régler la crise anglophone, mais également pour régler un certain nombre de questions comme les problèmes d'inondation. L'Œil du Sahel, cette semaine, fait un zoom sur un certain nombre de responsables d'exécutifs municipaux qui apportent je veux dire, des solutions. Hein. On parle d'un maire, par exemple, qui parle de la construction des digues artisanales pour empêcher que les eaux arrivent. Un autre maire qui parle de l'évacuation des populations des zones à risque, entre autres. Est-ce que si on donnait plus de moyens aux exécutifs communaux, on pourrait régler un temps soit pour au moins cette question d'inondation qui revient tous les ans? Monsieur Duval Fangwa, Edmond Kamgia vient de faire un rappel historique. Mais il y a une petite omission. À la tripartite, un comité de suivi des accords de la tripartite avait été mis sur pied. Ce comité n'a jamais siégé. Ouais. Ce comité avait entre autres pour mission d'évaluer la marche progressive, n'est-ce pas, vers cette décentralisation et si possible envisager les voies pour aboutir au fédéralisme. Allez parcourir les minutes de la tripartite. Tout à fait. C'est dans les minutes. Mais la roublardise, la mauvaise foi manifeste, la tricherie. Et quand je parle de tricherie, j'ai encore en mémoire là dernièrement. Mais vous avez vu, n'est-ce pas, un ministre, n'est-ce pas, se faire appeler docteur, alors qu'il n'est pas docteur. N'est-ce pas, le ministre de la Santé. Chaque fois, on mettait docteur Manaouda Malaché. Pourtant, il s'appelle Manaouda Malaché. Et la preuve, je vous en prie, je m'adresse aux Camerounais. Oui. La preuve, j'ai suivi la dernière, j'ai suivi le journal de la CRTV, où il présidait, je ne sais pas quoi, c'était sur la couverture maladie. Oui. Universelle. Pour la première fois, on a enlevé le titre de docteur. Ah bon? Oui. On a enlevé le titre de docteur. Oui, tout à fait. Mais ça ne va pas m'empêcher d'interpeller le ministre Famendongo et de me poser la question de savoir comment il a pu passer entre les mailles des équivalences. C'est grave. Ce que je vous dis, on a enlevé, on a extirpé, ce n'est plus docteur Manaouda. Bon, ça peut être une omission. Ce n'est pas une omission. Mais enfin, depuis qu'il a été nommé, c'était. Vous êtes vraiment les chances de la calomnie. Alors, la tricherie, je dis la tricherie, et c'est pour ça que moi j'interpelle le ministre fameux Dongo qui. On a vu un Camerounais dernièrement qui voulait soutenir sa thèse. Ouais. Et le ministre Famedongo, à juste titre, a voulu vérifier s'il y avait des équivalences. Et dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des équivalences, il a permis que ce compatriote puisse soutenir. Mais là, je dis, c'est pour vous dire le degré de tricherie même à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. C'est comme ça qu'il faut. C'est leur marque de fabrique, c'est leur ADN. Je vais vous dire. Quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tricherie est dans leur ADN. Parlant de la décentralisation, la constitution date du 18 janvier 1996, la dernière constitution. Oui. Ce n'est qu'en 2004 que les premières lois sur la décentralisation ont été votées par l'Assemblée nationale. 96, 2004, ça fait donc combien d'années? C'est beaucoup d'années.
Donc, je crois que ça fait 8 ans. Ce n'est qu'en 2004. Et quand vous parcourez... 2004-2020, ça fait 16 ans. 2004-2020, ça fait 16 ans. Donc au total, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. 24 ans. Or, dans la constitution de 96, les conseils régionaux existaient déjà. Il était prévu la mise sur pied des conseils régionaux. Quand vous regardez du Val-Fangwa, vous avez parlé des maires par rapport aux inondations. Monsieur Bignam a posé une question simple. D'abord, est-ce que les fonds qui sont débloqués dans le cadre du curage des caniveaux sont utilisés à bon escient? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quels sont les mécanismes de contrôle? Troisième chose, je vais vous dire, il faut être froid. La décentralisation est mornée. Parce que quand on regarde du Val-Fangwa, le volume des ressources transférées par l'État central, c'est-à-dire Yaoundé, et les organismes qui lui sont rattachés, ça n'atteint pas 3,4% du budget national. Le volume de crédits transférés par l'État central aux collectivités territoriales décentralisées, ça n'atteint pas 3,4%. Autre chose, quand je parlais de financement, professeur Koyok, regardez un peu comment les ministres sont financés. Quand vous prenez les financements actuels, quand vous prenez les prélèvements obligatoires qui sont exercés sur l'ensemble du territoire, impôts et taxes, Yaoundé à lui seul concentre 85,5% contre 9,1% aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire que sur 1 million qui sont collectés en termes d'impôts et taxes au Cameroun, Yaoundé seul concentre 855 000 francs CFA contre 91 000 francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, on ajoute les conseils régionaux. Je vais dire, tout ce qu'on est en train de faire là, bon, il faut louer peut-être des petits remous qui sont faits au niveau des collectivités territoriales décentralisées en termes d'inondation. Mais moi, j'appelle ça des petits remous, c'est des remous de surface. D'abord, on ne cueille pas les caniveaux durant la saison pluvieuse. Ok. On ne cueille pas. De deux, il y a un problème de moyens. Parce que, voyez-vous, les normes internationales imposent que pour satisfaire les besoins d'infrastructures, donc des besoins sanitaires, etc., une ville doit consacrer au minimum 7% de son PIB dans ces différents secteurs. 7%. La ville de Douala a 3090 milliards de PIB. 7%, ça veut dire qu'il faut au minimum, ça c'est le minimum, ça veut dire qu'il faut au minimum 210 milliards de francs CFA pour la ville de Douala. La communauté urbaine, je veux dire la mairie de la ville, vient de baisser son budget de 14 milliards. Je sais qu'avant, les recettes étaient dans les 65 milliards, donc ça fait 14 milliards, donc bon, et baissé pour cause de Covid. Bref, tout ça, que ce soit la communauté urbaine ou les 6 mairies de ville, ne peuvent pas atteindre 70 milliards, donc disons 80 milliards de francs CFA, en termes de prévision du fait de la Covid et tout. Mais par rapport à 210 milliards, le minimum requis, ça représente quoi? J'appelle ça du bricolage. Alors, il faut mettre les moyens. Il faut passer au fédéralisme. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur du fédéralisme. Et je vais dire ici, les gens ont peur ceux qui ont peur du fédéralisme, c'est ceux qui ont fait de l'État central, donc de la manne financière de l'État central, leur mamelle nourricière. 50% à l'État central, 50% aux collectivités territoriales donc décentralisées, avec, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'une possibilité donc, de progression allant dans le sens de de diminuer la part de l'État central. Pourquoi ils font peur? Tout ce qu'ils font là, du Val-Fangwa, je vais vous dire, ils refusent, ils ont refusé pendant longtemps. Et parce que ils ont accumulé beaucoup d'argent. Ok. Ils ont accumulé beaucoup d'argent. Et vous savez pourquoi ils ont accumulé à travers les marchés, etc. Pour le grand soir. Ils ne voudront jamais. On n'est pas venu. Je dis qu'ils ne voudront jamais que le fédéralisme Est-ce qu'en donnant plus de moyens aux exécutifs municipaux, on pourrait arriver à régler les questions comme les questions d'inondation? Parce que je veux simplement dire que depuis, même quand le ministre du Shadow Cabinet était adjoint au maire, il n'a jamais changé de discours. Parce que quelle que soit la question qu'on lui pose, il y revient toujours. Vraiment, c'est désolant.
Les gens sont fatigués d'écouter Madame, ces j'ai choses. mené des combats. Qui ne changent même J'ai rien. mené des combats pour Voilà. la... Pour Moi, la j'ai dit, vous avez décentralisation. vu dernièrement mouiller le maillot. Non, c'est avez vous qui eu êtes la zéro seule à conseiller. ne pas le savoir. Zéro conseiller, et je comprends. Même le petit je comprends frémissement, que cela vous- même le petit frémissement qu'il y a eu au niveau de la décentralisation, Mais je c'est parce que comprends- vous montez au je créneau. comprends comment- J'ai interpellé les ministres Ouais. des Finances et le peuple camerounais est témoin. Bon, moi, j'ai dit, pour la bavure de tout à l'heure, le ministre est quand même une personnalité, M. Wafo. Vous n'êtes pas une autorité académique pour pouvoir déclarer d'une façon solennelle que le ministre a un faux doctorat. Et vous ne connaissez même pas le processus d'obtention d'un doctorat. Parce que quand vous venez nous dire ici devant les gens, et vous dites qu'on a Qui nous présente supprimé, la thèse. docteur Oui. sur son marché, Oui. il peut avoir un doctorat qui n'est pas nécessairement en médecine, mais vous n'êtes pas une autorité académique. Je n'ai pas dit. Pourquoi Vous on a venez enlevé le dire docteur? ici. On a enlevé, parce que vous avez parlé. Pourquoi Bon, veut-il se écoutez, faire non, moi je vais répondre à l'autre question. Parenthèse Laissez-nous ça. fermée. Laissez-nous ça, laissez-nous ça. Ne défendez pas l'indéfendable. J'ai dit laissez ce qui ne Vous vous avez un concerne cursus pas. tracé et traçable. Ouais. Il faut qu'on... Ouais, monsieur, qu'on- voilà. Allez-y. Professeur. J'ai dit que le maire de la ville vient d'octroyer 150 millions à chaque mairie pour le curage des caniveaux. Combien? 150 millions. Je dis bien 150 millions. Ça représente quoi? Et maintenant, Mais bah, c'est pas possible. il y a 45, Oh là là. 450 milliards de francs qui seront donnés aux municipalités et qui sont déjà préparés. Tout ce que vous racontez C'est là, préparé c'est une vue d'esprit. Non, moi, je veux laissez-moi savoir. m'exprimer. Dans les 150 millions Non, les que les 50 mairies... milliards, c'est où? Les 150 millions que les mairies ont reçus pour le curage des caniveaux, je crois qu'ils sont en train de préparer la riposte. Donc vous ne pouvez pas venir dire ici rien, même quand même vous étiez adjoint au maire, il n'y avait rien. Moi, je suis à Douala deuxième, vous le savez. Il n'y avait rien. Donc vous voulez dire que Il n'y avait rien. rien, Voilà. rien en termes de quoi? Vous n'avez apporté aucune contribution du SDF. Mais madame, En tant qu'adjoint au maire. Voilà. mêmes Bon, maintenant, on va revenir sur Pour ça, allez-y, avancez. Vous savez, le ministre de l'administration territoriale ainsi que le ministre des Finances, ils nous regardent. Ils savent ce que j'ai pu faire. J'ai pu faire bouger les lignes, madame. Les inondations, premièrement, c'est un problème de changement climatique. Et actuellement, aujourd'hui, quelle que soit la capacité d'un scientifique, il ne saurait vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait inondation. Parce que le climat change. Hein? Les glaces se fondent, le niveau de mer augmente. Ça fait qu'en cas de pluie, il y a facilement inondation. Aux États-Unis, il y a l'ouragan. Et le président américain a envoyé l'alerte pour que tous ses concitoyens se ravitaillent. Parce que l'ouragan arrive. Donc ce n'est pas au Cameroun qu'on trouve, c'est des catastrophes. C'est le climat qui change. Hein? Et quand les glaces se fondent, il suffit d'une petite pluie. Vous savez bien que Douala est en dessous du niveau de la mer. Vous le savez bien. Donc quand il y a une pluie qui s'ajoute peut-être aux marées hautes, il y a facilement inondation. Qu'est-ce que les causes? Et nous, j'ai dit d'abord le changement climatique. Hein? Et de deux, il y a l'incivisme des populations, parce que quand on leur dit ça c'est une zone non édificante, ils s'y installent. Donc le gouvernement n'a Et aucune maintenant, responsabilité. écoutez, on ne va pas mettre un policier derrière. Donc le tout gouvernement n'a citoyen. aucune responsabilité. Voilà. d'après vous. Mais maintenant, il y a un plan d'urbanisme que les gens ne consultent pas. Écoutez, moi je dis ce que je dis. Il y a un plan d'urbanisme qui n'est pas suffisamment consulté par les Camerounais. Sinon, chacun devrait savoir que si je construis sur un caniveau, hein, je suis en train de mettre tout le reste du quartier en danger. Et j'appelle cela de l'incivisme. Mais l'État ne baisse pas les bras. Je vous ai dit tantôt, L'État n'a rien fait. toutes les mairies de Douala, nous sommes à Douala, toutes les mairies du Vouri, hein, les 6 mairies du Vouri ont reçu 150 millions pour parer aux éventualités. Est-ce que c'est de ces suffisant procès pour ça? d'inondation. Et il y a 450 milliards Oui. pour le plan global, hein, qui va aménager durablement. Financé notre par qui? cité. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les sources de financement. Mais attendez. Si vous êtes un financier, si Non, vous êtes attendez, au SDF, non, dites un comment ministre ce sera même, financé, un dites comment ministre ce sera même financé dit, à hauteur de un tel ministre, pourcentage parti. un ministre Voici du les fonds de shadow, contrepartie
Voilà. l'État. Et le C'est budget, simple. le budget de Shadow Cabinet, c'est combien? Madame, vous êtes hors sujet. Voilà, c'est vous qui ne savez même pas Vous ce êtes que vous hors- dites ici. vous êtes Donc, totalement hors je sujet. disais donc que par rapport aux efforts de la décentralisation, vous savez que c'est un processus. Les gens croient que la décentralisation, ce sera comme suite à un coup de baguette. Non, monsieur. Il faut aller sûrement, hein, parce que la décentralisation, c'est une forme. Vous qui parlez de fédéralisme, la décentralisation aussi, c'est une forme. Je vous de dis ça a l'État. échoué, c'est Je dis moi-même. que c'est aussi une forme Ça m'a qui échoué, peut être c'est une forme transitoire. La réduction du lit, en réalité- la réduction du lit, Pour aboutir. la réduction du lit Permettez qu'il du termine. bruit là. Jean-Robert, c'est elle qui a la parole. Pour aboutir, il faut une transitoire pour aboutir. Pour aboutir à Le gouvernement n'a d'autres rien fait. formes. Pour aboutir à d'autres formes de gouvernement. Et c'est la première étape. Comme quoi, comme le fédéralisme, par exemple. Comme le fédéralisme et tout ce que vous voulez. Mais si on ne réussit pas d'abord une décentralisation parce que vous y versez tout. Ça fait 24 Et je ans. dis donc, écoute, vous n'êtes pas pressé. Je dis que pour que la 24 ans, on décentralisation n'est pas pressé. puisse 24 ans. fonctionner normalement, vous n'êtes pas L'âge de la membre du majorité gouvernement. Alors, électorale, c'est 20 ans. Écoutez. C'est je 20 vais ans vous au dire. Cameroun, l'âge de la Écoutez, majorité électorale. Vous me Madame, donnez- messieurs, on va... c'est pas vous vrai. allez Et vous me dites donner. 24 Vous ans, parlez vous pendant Mais 30 permettez- minutes. permettez qu'elle Et vous ne me termine. Finissez permettez même pour pas ça. de dire ce que j'ai envie de dire. Vous l'interrompez pendant tout le temps, 5 ça ne lui minutes. permet pas de... Hein? Donc je dis simplement, laissez le gouvernement faire son travail. Depuis Le président 24 ans. Paul, lui, tout a été programmé et planifié. Depuis Donc 24 ans. nos bavardages ici, De là, conditions. ne changent rien. Notre bavardage ici, là, ça ne change rien parce que tout est programmé. Oui, mais tout parce que est vous ne rendez pas planifié. compte au Cameroun. Parce qu'il y a un plan, tout est planifié, monsieur. Depuis Wafo. 38 ans. Alors, Donc, moi, monsieur, je me dis- puisque vous avez la parole, je voudrais avoir rapidement votre avis sur un autre sujet qui a retenu l'attention, puisque nous acheminons vers la fin de l'émission. En quelques secondes, le président de la République du Cameroun avait promis aux Lions, QV 90, C'est ça. des logements. Ça a été fait. Cette semaine, on a vu des Lions recevoir ces logements-là. On va dire quoi? Promesse tenue, finalement. D'abord, le respect de la parole chez le président de la République. C'est-à-dire que cette promesse-là est tenue. Vous savez qu'il y avait quelques problèmes. Il y avait non seulement des problèmes du nombre de bénéficiaires, il y avait également des problèmes. Vous savez, le Cameroun connaît une récession pendant une grande période. Apprenez aussi à lire l'environnement économique dans un pays. Parce que tout n'est pas rose. Vous voyez, après le Covid-19, on n'a pas suspendu les salaires, on n'a rien fait. Mais c'est au sacrifice d'autres choses. Donc, je me dis quand même, quand vous voyez comment le président de la République et son équipe gouvernementale gèrent la crise du Covid, sans que les gens le sentent effectivement au niveau des paniers des ménagères, vous devez au moins dire que vraiment, il y a une visibilité, une traçabilité dans la gestion de cet État. Bon, maintenant, tout ce que vous voulez dire, le Cameroun avance. Je dis que tout ce que nous disons ici n'empêche pas que le projet de société du président Paul Biya avance. Il va le faire tant qu'il est au pouvoir. Mais maintenant, quand les moyens institutionnels seront donnés à d'autres pour le faire, ils vont continuer. Donc, ça ne vaut pas la peine de venir dire il faut qu'il parte, il faut qu'il ne parte pas. Ce n'est pas vous qui le placez. Il y a un parallélisme de forme. Si vous avez placé quelqu'un, vous allez lui demander de partir. Mais si vous ne l'avez pas placé, attendez. Le moment venu, lorsque les conditions institutionnelles seront remplies, quelqu'un d'autre viendra. Donc, Pierre Biam, 30 ans après, finalement, promesse tenue. Hein. Mieux vaut tard que jamais. C'est du n'importe quoi. Parce que s'il faut faire des promesses et les tenir 30 ans après, c'est très grave. Ça montre comment est-ce que le président Paul Biya et son régime gèrent le Cameroun et les Camerounais. Vous ne pouvez pas promettre des appartements ou des maisons à une équipe qui sort d'une compétition et que c'est 30 ans après qu'on soit en train de se bousculer. Encore, il y a un débat qui se pose sur qui doit avoir quoi dans cette promesse tenue-là. Alors, il y a des gens comme Massine Benjamin, paix à son âme, qui sont partis à Edea. Ils vivaient dans des conditions très, très difficiles. Je dis bien très difficiles. On rend grâce à Dieu. Peut-être que sa famille pourra rentrer en possession
de son appartement, de sa maison. Il y a des gens comme le capitaine emblématique Tato Stéphane, qui est parti aussi. On espère que sa famille va entrer en possession de ce bien-là. Donc, ça montre que le président Paul Biya est quelqu'un qui est en total déphasage avec la réalité. Il marche, lui, il voit l'avenir par l'arrière. Il ne voit pas l'avenir par devant. Raison pour laquelle on se retrouve dans ce genre de situation. C'est une malgouvernance, c'est une gouvernance sans gouvernail, c'est une gouvernance sans prospective, c'est une gouvernance, comment je peux qualifier ça, par embuscade. Je dis que le Cameroun ne peut plus continuer à fonctionner de cette façon-là. Edmond Kamgia, sur cette question-là, promesse tenue. Hein. La promesse a été tenue, mais cela laisse un goût très amer à cause de la très longue attente. Et on le voit, beaucoup sont morts. Certains sont morts et n'ont pas eu la chance de bénéficier, comme leurs camarades l'autre jour récemment, des clés de leur appartement. Encore, Paul Biya n'avait pas parlé d'appartement, il avait parlé de villa. Voilà. Une villa, c'est différent d'un appartement. Donc ils n'ont pas eu droit à ce qui leur a été effectivement promis. Et ça, c'est dommage. Tout à fait. C'est dommage. Jean-Robert Wafon, pour sortir de l'émission. On dit parfois mieux vaut tard que jamais. Au moins, c'est vrai que c'est triste de constater que les acteurs, n'est-ce pas, de cette épopée glorieuse des Lions, certains acteurs ne vont pas jouir. Oui. De ça, il a parlé de Tato Stéphane, de Benjamin Massy. C'est triste, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait immédiatement après ce mondial. Parce que voyez-vous qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent, ou alors qu'il n'y avait pas d'argent. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, où on est en pleine difficulté financière, c'est à ce moment-là qu'on donne ces villas, alors que quand on n'était pas en difficulté financière, on a refusé. Donc, l'argument financier ne tient pas. Parce que de toutes les crises que nous avons connues, celle liée à la Covid est la plus sévère depuis 1990. Oui, mais ce n'est pas quand le Covid a commencé. Écoutez, c'est pour vous dire que l'argument financier, ceux qui bandissent l'argument financier, comme quoi il n'y avait pas d'argent, donc il n'y a pas d'argent avant, ça ne peut pas tenir. Et puis bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que bon, eux au moins... Ils ont reçu quelque chose. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Contrairement aux Camerounais à qui on a promis la santé pour tous à l'an 2000. On va s'arrêter là pour ce dimanche. On a promis l'augmentation du SMIC. Contrairement à ceux à qui on a promis de l'eau. Merci d'être venu. J'espère que vous, au moins, vous n'êtes pas convoqué au conseil de discipline du RDPC. Non, pas encore. Parce qu'il semble que ça fait jaser là-bas. Oui, c'est un parti organisé. Et puis, quand vous avez eu des écarts de comportement, il faut quand même qu'on vous recadre. Le RDPC, c'est un parti organisé. Mais certains estiment que ce conseil de discipline vise à écarter des personnes qui pourraient être d'éventuels candidats aux élections régionales. Ça, c'est l'affaire du RDPC. Non, en réalité, elle n'est pas concernée par le grand soir. Donc elle n'aura pas un rôle majeur. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Infiniment merci à vous d'être venu, Jean-Robert Wafon. Vous êtes ministre du chef de cabinet en charge de la communication et de l'information. Merci à vous, Edmond Kamgia, journaliste éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant du droit des réponses. Pierre Vignan, merci d'avoir été là. Vous êtes militant du MRC et membre de la cellule de communication de cette formation politique. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette autre livraison de droit des réponses. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche sur Equinox Télévision. L'intérêt du sport, c'est pas seulement au niveau de la santé, mais c'est également de permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et aussi, surprenant que cela puisse paraître, j'aime
manger des beignets haricots. Quand on se met dans la logique de critiquer pour permettre d'améliorer, on voit des bonnes choses. C'est dans cette logique-là, c'est dans ce registre-là que Maître Biliga se situe. C'est quelqu'un de très difficile à encastrer et il dit les choses comme il pense. C'est un monsieur très disponible, un bon formateur. Homme aux grandes qualités, il faut le dire. Humaine, professionnel. Il est très mordant, il défend de très bonnes causes. Et quand il sait également dire non quand il n'est pas convaincu par une action. C'est un père qui est très tolérant, mais qui est aussi très... qui peut s'avérer parfois très dur. Mais tout ça avec beaucoup d'amour. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow. Or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Ce dimanche sur Equinox Télévision. L'intérêt du sport, c'est pas seulement au niveau de la santé, mais c'est également de permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, j'aime manger des beignets haricots. Quand on se met dans la logique de critiquer pour permettre d'améliorer, on voit des bonnes choses. C'est dans cette logique-là, c'est dans ce registre-là que